Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso qui vient d'obtenir du Togo l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'était donc ce 17 janvier. Très rapidement, une dernière question de droit avant qu'on ne finisse cette émission. Brice Muzamba, la procédure ne prend pas en compte la question du coup d'État. Il y a plusieurs autres incriminations, enrichissement illicite criminel. Bon, déjà, enrichissement illicite, si on ajoute encore criminel, bon, ça, comme on dit dans le jargon policier, ça sent le camembert. Il y a des enrichissements illicites qui sont de l'ordre du délit. D'accord. Et de l'ordre du crime. Donc là, non, je veux dire ce dont on l'accuse, quoi. Ce n'est pas simple. Détournement criminel de deniers publics. C'est ça. Détournement criminel de deniers publics, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Le mec, il s'en sortira pas. Non, il s'en sortira pas. Mais le but est qu'il ne s'en sorte pas. C'est ça, c'est des manœuvres politiques, Monsieur Togbé. Là, on est en pleine manœuvre politique. C'est-à-dire que pour le président burkinabé, il s'agit de pouvoir verrouiller une source de déstabilisation. Donc, il sera au Burkina, il va être contrôlé, on le saura, il va être incarcéré, donc il ne pourra plus émettre des ordres. Voilà, donc c'est déjà au moins quelqu'un qu'on connaissait objectivement comme étant une source de déstabilisation qui est verrouillé. Bon, comme je le disais en off, la question c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres candidats au coup d'État? Donc là encore, c'est un autre travail à faire. Mais en tout cas, pour l'ex-président Damiba, c'est sous contrôle. Aussi longtemps que le président Ibrahim Traoré au pouvoir, lui, il peut oublier la liberté. Et il peut oublier. Ça, c'est certain. Comme ça, les choses sont claires. Oui. Alain Jules Meunier, maître, vient de le dire, c'est toujours ça la question, l'histoire des coups d'État. Quand on ne te tue pas, tu veux toujours revenir. Et tu en veux à celui qui t'a chassé du pouvoir. Et lui aussi, alors qu'il t'a fait un coup d'État, il n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne lui faire un coup d'État. C'est très compliqué, cette histoire. C'est pour ça qu'on a bien fait d'exclure ça du champ des mécanismes de légitimation des pouvoirs. Qu'il faut passer par les élections. Oui, vous savez, par exemple, Marc Roch Kaboré, il vit à Ouagadougou sans problème. C'est vrai. En civil, tranquille. Alors, quand il est malade, on l'autorise à aller et il revient. Parce que les gens se disaient que quand on l'a autorisé à aller sur je crois que c'était dans les pays du Golfe, là, il est revenu sans problème. Et on dit qu'il est sous surveillance, mais vraiment, il mène une vie normale, quasi normale. Alors, Damiba, il faut savoir que quand Damiba réussit son coup d'État, il est avec Ibrahim Traoré. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est vrai. Ils font tous partie de comment ça s'appelle, le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Ils font tous partie de cela. Mais qu'est-ce qui déclenche déjà le coup d'État contre Kaboré? C'est le fait qu'il y a une recrudescence du terrorisme, etc. etc. Ouais. Et c'est la même chose qui est reprochée à Damiba. Parce que quand il arrive au pouvoir, enfin, on lui reproche deux choses, déjà, alors que Blaise Compaoré a été condamné par la justice burkinabé, et il a voulu un retour de Blaise Compaoré, c'est-à-dire absolution la plus totale. Déjà, les Burkinabés... Pour bénéficier de son expérience, de sa conseil, etc. Soi-disant, on va dire. Les Burkinabés lui ont reproché déjà cela. Et puis, il y a eu le grand massacre de Gaskindé. À partir de ce moment-là, les jeunes officiers, n'est-ce pas, que Traoré a réunis autour de lui, se sont dit, bon voilà, on va faire un coup d'État. D'autant plus qu'il y avait déjà enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, etc., dans certains pays. Donc on le soupçonnait déjà de tout ça. Donc, finalement, aujourd'hui, lui se dit, voilà, il faut que j'en vienne au pouvoir, et puis fait, passez-moi l'expression, il fait un peu le con et tout en étant au Togo, etc. Et aujourd'hui, il est vraiment coincé, comme le disait tout à l'heure Maître. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et maintenant, il faut aussi comprendre que c'est aussi éminemment politique, c'est-à-dire le président Traoré veut sécuriser sa présidence, et puis il faut quand même ajouter aussi que quand on fait un coup d'État, on a peur d'un coup d'État. Ça, c'est clair. Donc maintenant, il sécurise, n'est-ce pas, son entourage, son pouvoir, etc. Et donc, il ne fera de cadeau à personne. Et donc, finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, c'est que, bon, il faut vraiment être zélé aujourd'hui pour dire qu'on va encore faire un coup d'État avec ce qui arrive à monsieur Kaboré, monsieur Damiba. Est-ce que c'était Donc, pas naïf de sa part de penser qu'il pouvait rester à Lomé, envoyer 70 millions et renverser son successeur, et on l'appelle, on l'attend, il prend son avion, il vient à Lomé, il vient à Ouaga et puis on lui donne le pouvoir? Les coups d'État ont ceci d'insolite. C'est ça. Qu'ils ne sont pas homogènes. On avait il y a à peine une dizaine d'hommes lorsque le roi Idriss Ier a été renversé en septembre 69 par Kadhafi, qui n'avait pas 30 ans. Donc il arrive souvent qu'avec peu de moyens, on réalise des prouesses, entre guillemets, que certains, avec beaucoup plus de moyens, parviennent à réaliser. Sandaogo, oui, il a eu cette naïveté-là. Pour le coup, ça manque d'intelligence, parce que dans le cas du Burkina Faso, il est évident que niveau vigilance, le Burkina Faso, l'administration Traoré est en alerte maximale. On n'avait par exemple pas des VDP en Libye en 1969. On est d'accord. Aujourd'hui, même les citoyens, un peu comme au Venezuela, sont responsabilisés pour défendre le territoire, et avec l'assentiment populaire dont jouit le gouvernement Traoré, il est évident que c'est beaucoup plus compliqué. Alors comment s'imaginer que monsieur Damiba ait pensé que ce serait possible? On le redit encore, il n'est pas très intelligent. Monsieur Traoré est conscient de l'analyse que nous venons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qui fait un coup d'État craint un coup d'État. D'ailleurs, même celui qui ne fait pas de coup d'État craint un coup d'État. Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie plus ou moins de manière électorale. Ça ne l'a pas empêché de garder à l'œil, pour ne pas dire On est autre totalement chose, d'accord. Yevgeny Prigojine, Alexei Navalny, Sergei Skripal et autres. Et donc, de la même manière qu'on avait eu au Venezuela monsieur Hugo Chavez qui a mené un coup d'État en 92 qui n'avait pas fonctionné, le gouvernement a fait l'erreur de le libérer sous Rafael Caldera. Il est finalement revenu, enfin, peut-être pas par un coup d'État en soi, mais il a mené une sorte de révolution, quoique électorale, une révolution politique quand même, qu'il a ramené au pouvoir en 99. En fait, de manière générale, effectivement, ceux qui mènent un coup d'État et qui ne sont pas neutralisés vont mener un coup d'État à nouveau. Et un homme averti en valant d'eux, Ibrahim Traoré, n'a aucune envie d'avoir encore dans les pattes quelqu'un libre de ses mouvements, qui ne cache pas son désir de se débarrasser de lui. Donc la probabilité est de 100% que Sandaogo Damiba ne sortira pas de prison tant que le régime Traoré sera en poste. Ce qui ne veut pas dire que Ibrahim Traoré est hors de danger. Les métastases d'Amiba vont émerger, et la vigilance que nous avons observée qui a conduit à la neutralisation de l'ex-président doit rester la même. Car même par naïveté, il y aura des gens qui vont tenter des essais encore plus incongrus et invraisemblables. Et il a essayé de justifier, le président Ibrahim Traoré, c'est à l'occasion de sa dernière adresse à la nation en décembre dernier, qu'il a la situation sous contrôle, la situation sécuritaire sous contrôle, et que la lutte contre le terrorisme se poursuit avec le dévouement des forces armées burkinabé. C'est une façon de rassurer l'opinion quant à la possibilité que quelqu'un d'autre n'utilise les mêmes arguments que lui. Ah, oui, mais vous avez tout dit, Richard, parce que, comme ça a été dit, la raison principale pour laquelle le coup d'État a été fait contre Damiba, d'abord contre Roch Kaboré, ensuite contre Damiba, c'est précisément une sorte d'impuissance face aux terroristes. Voilà. Maintenant, si l'opinion nationale continue à constater que la lutte contre le terrorisme, en fait, ça n'avance pas, et que les terroristes sont toujours aussi puissants, aussi agressifs, causant des conséquences toujours aussi énormes. Donc, les mêmes slogans qu'on a utilisés contre les autres, on peut les utiliser à nouveau contre Ibrahim Traoré lui-même. Donc, du coup, il faut faire un travail sur l'opinion. Donc, il faut convaincre l'opinion que la lutte est efficace. La lutte est efficace. Donc, de temps en temps, il faut montrer en fait, les preuves des défaites des terroristes, et puis montrer que l'armée monte en puissance de temps en temps. Donc, il faut des actions, de la médiatisation sur ces terrains-là. Et puis montrer aussi que, bon, si on a un peu de difficultés, c'est aussi parce qu'on a en face de nous des ennemis extérieurs. Donc l'ennemi extérieur, c'est un peu la France. Donc montrer que on est un petit pays qui en fait est déstabilisé par un grand pays. Donc c'est ce grand pays-là qui est derrière tout ça. Donc il faut à la fois mobiliser l'opinion nationale contre l'ennemi intérieur qui sont les terroristes pour montrer qu'on travaille, mais aussi contre l'ennemi extérieur qui est la France pour souder les Burkinabés derrière lui. Et puis aussi
du coup, essayer de dissuader des potentiels candidats au coup d'État. Au coup d'État. Voilà. Donc c'est ça, mais il ne faut pas oublier que Machiavel, dans Le Prince, il disait déjà qu'il est de règle générale que les gouvernants sont défaits par les mêmes moyens qui les amènent au pouvoir. C'est ça. Voilà, c'est un principe qui est quasiment général. Vous voyez, parce qu'on ne va pas s'y répéter. C'est pour ça qu'ils sont très, très précautionneux et ils font très attention. Bien sûr. Alors, ce qui est, je vais dire, ce qui est frappant chez le président burkinabé, c'est qu'il a su avoir l'intelligence, malgré son jeune âge, mais Maître l'a évoqué un peu, mélanger souverainisme, nationalisme au discours contre l'impérialisme et sur fond de panafricanisme, ce qui fait que même aux États-Unis, on manifeste pour le soutenir. Vous l'avez vu, on a vu des foules immenses l'année dernière et en soutien lorsque... comment il s'appelle, ce général américain avait fait une déclaration. Avait fait une déclaration comme quoi il s'accaparait tout l'or du Burkina Faso, qu'il était corrompu jusqu'aux os. Mais on a vu des manifestants à travers le monde pour soutenir ce... Oui, mais ça, c'est le soft power d'Ibrahim Traoré. Parce que moi, quand même, quand je fais des tours sur les réseaux, je vois qu'il a un grand soft power. Il y a beaucoup des vidéos à sa gloire, sur son combat. Il apparaît comme quelqu'un qui est très soucieux de la situation des Burkinabés, qui aime son pays, qui pose des actes, etc. Mais bon, ça, c'est un travail de... Ça vient d'où? Ça vient d'où? Bon, il a une équipe, il a une équipe derrière lui. Et puis, en fait... Il a un peu l'avantage de la jeunesse qui est un peu le dynamisme. C'est ça. Et il est bien entouré puisqu'il a une équipe avec lui. Il communique bien. Au niveau de la communication, il est très bien. Mais c'est pas, c'est pas calculé, maître. On sent que il parle naturellement au fond. Bon, en fait, oui, mais il est vrai. Mais c'est un oui, mais vrai. en politique, il finit rapidement, oui. En politique. Il faut être vrai en toutes circonstances, même quand on n'est pas vrai. Ah, ok. Voilà, c'est très clair. Ça, c'est quelqu'un de vrai, qui est vraiment naturel. Et quand on regarde en fait ce qui s'est passé depuis 2022, il a quand même fait des prouesses sur le plan économique. Et sur le vrai, plan, des économistes non burkinabés le reconnaissent. Oui, sur le plan même du modernisme, parce que les gens ont souvent cette confusion-là entre développement et modernité. Bon, il construit des immeubles, 15 étages, au moins 17 ici. Il réalise une autoroute, c'est invraisemblable, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. De 300 km de Ouaga à Bobo Dioulassou, 300 km avec les moyens du Burkina, c'est-à-dire sans emprunter quelque part, sans référer à une banque chinoise ou je ne sais trop quoi. Donc il y a tout ça. Et puis bien évidemment, il y a sa jeunesse, parce que quand il arrive au pouvoir, il a 34 ans, c'est le plus jeune chef d'État au monde. Donc il y a cet écho-là qui va un peu partout. Et aujourd'hui, sur le plan communicationnel, on voit très bien les choses, comment ça se passe. Il est tout le temps sur les réseaux, parce qu'il communique avec son peuple, il communique avec ses collègues de l'AES, et bien évidemment, il exacerbe en fait, n'est-ce pas, les grandes puissances. Cette fibre de la France, n'est-ce pas, qu'on déteste parce que la France déstabilise, etc. Donc, il joue de tout cela. Et d'ailleurs, il fait partir d'Abiba, c'est-à-dire quand le peuple sort dans la rue, quand il prend le pouvoir, et donc le sentiment anti-français est grandiose dans tout le Burkina Faso, parce qu'il dit que Damiba c'est l'homme de la France. Il faut aussi savoir ça. Donc du coup, aujourd'hui, par ce qu'il représente pour la jeunesse africaine, les gens s'allient forcément. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on l'a vu, des manifestations. On peut comprendre au que Togo, au Bénin, partout dans le monde. Dans toute l'Afrique. Il a l'avantage, Kanga sans doute, de l'héritage psychologique Sankara, qu'il semble réincarner. Oui, on est dans le bolivarisme made in Africa. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Quand bien même il n'aurait pas été jeune,
langage corporel, politiquement parlant, est celui qu'il faut avoir. Il parle une langue que la jeunesse comprend. Il ne suffit pas de parler tous les jours, il faut apporter une touche pragmatique à ce qu'on dit. On a eu beaucoup de jeunes dirigeants en Afrique qui n'ont pas brillé par leur efficacité communicationnelle ou par leur dextérité du point de vue de la projection géopolitique. On a eu des Ali Bongo Ondimba, des Paul Biya, des Faure Gnassingbé qui, lors de la prise du pouvoir, n'étaient pas si adoubés que cela. L'assentiment populaire dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement de ça qu'il est question. Lorsque le président du Ghana, monsieur John Dramani Mahama, a été élu, il a posé la question à Ibrahim Traoré, c'est moi qu'on a élu ou c'est toi? Parce que Ibrahim Traoré s'est déplacé au Ghana. C'est d'ailleurs le seul pays africain hors C'est vrai, on a vu les images. où il a posé le pied depuis qu'il est au pouvoir. Et donc, cela a témoigné de la forte adhésion dont il bénéficie de la part de la Quand il a fait son entrée sur le stade, oui, tout le monde s'est tout le monde l'a ovationné. Oui, et le président ghanéen, justement, était très, enfin, pas surpris, mais il était très, il était un peu taquin. Il dit à monsieur Ibrahim Traoré, ben, finalement, c'est toi le président. C'est vrai. Pourquoi il a autant d'ondes positives au Ghana? Parce que c'est le pays de Kwame Nkrumah. Monsieur Ibrahim Traoré matérialise sur de grandes largeurs la vision de Kwame Nkrumah. En 61, Kwame Nkrumah nous a écrit Africa must unite. Et quand vous voyez ce que les Burkinabés, avec les Maliens et les Nigériens, ont mis sur pied depuis septembre 2023, la charte du Liptako Gourma, c'est la matérialisation du panafricanisme tel que le voulait Kwame Nkrumah et non la sorte de coquille vide qu'a été l'Union africaine depuis son avènement, qui est en fait une réunion de personnes très bien habillées qui font un week-end dans une chambre d'hôtel et qui après rentrent chez elles. Donc, hormis la matérialisation du panafricanisme, il y a la volonté de souverainisme. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or en Afrique. L'or représente carrément 70% de ses recettes d'exportation et 15% de son produit intérieur brut, et dont Monsieur Traoré voit d'un mauvais œil, et c'est très compréhensible le fait que les entreprises étrangères qui exploitent l'or sur le territoire burkinabé, comment dire, s'arrogent la part du lion, et d'où la nationalisation des 5 mines parmi la petite dizaine de mines que compte le pays il y a quelques mois, et ça plaît énormément à la jeunesse africaine, tout autant que la volonté de mettre sur pied la double imposition. Il n'est pas question qu'une entreprise française qui opère sur mon territoire n'est redevable fiscalement qu'à son pays d'origine. Il faut payer également l'impôt sur le territoire burkinabé, sinon il n'y a pas vraiment de rationalité à travailler avec nous. Aussi bien que sur la volonté de coopérer avec ceux qui veulent bien partager quelque chose. Le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, souffre du fait que les entreprises technologiques étrangères, si on prend Arriva, qui opère depuis le début des années 70 sur le territoire et qui n'a pas construit une seule centrale nucléaire pendant qu'il y en a une cinquantaine sur le territoire français qui ne disposent pas d'un gisement d'uranium comparable. Donc ces mesures, ces réformes, hormis le simple narratif, il ne fait pas que du blabla, enfin il ne fait même pas du blabla, hormis le simple narratif, hormis la construction de ce qu'on peut voir, c'est la modernisation dans le contexte sécuritaire ultra difficile que nous connaissons, et avec le narratif qu'il doit subir de la part de dirigeants occidentaux qui soutiennent dans le même temps des dictatures beaucoup plus abjectes. Totalement. Réussir à accomplir ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, ça ne peut que séduire la jeunesse africaine, et c'est parti pour durer. Mais cela est aussi la cause des animosités et des nombreuses tentatives de putsch et d'assassinat dont il est naturellement l'objet. Sans oublier qu'il apporte l'intelligence de renégociation des contrats miniers. Il y a quelque chose que nous on ne savait pas, c'est-à-dire que les compagnies de raffinerie d'or, comment elles fonctionnaient avant? Elles peuvent prendre par exemple une tonne d'or brut avec toute la poussière, et elles vont. On vous dira après, bon, en fait, après raffinerie, c'est 100 kg d'or pur que nous avons. Toi, tu n'as aucune prise sur ça, mais c'est hallucinant. Et ça fait des décennies. Ça s'appelle ça c'est un peu ce qui est un peu courant un peu partout en Afrique. Vous vous rappelez du président Lissouba, déjà ils s'en plaignaient à l'époque. Pour le pétrole chez toi. Pascal Lissouba, oui, il en parlait à son époque déjà. C'est ça. Et mais bon, il faut se donner les moyens. Parce que pareil à la RDC. Oui, pareil pour la RDC. Alors, je pense que ce qui est bien avec que ce soit même le Mali a soulevé la même question aussi. C'est ça. Des compagnies qui exploitent l'or et même les matières premières stratégiques.
la nécessité de raffiner sur place, je pense que les États africains devraient s'inspirer de ces positionnements-là pour pouvoir imposer que tout ce qui est raffinage puisse se faire sur le territoire et que ça puisse profiter aux États. Exactement. Donc, j'ai des confrères burkinabés qui me disent, confrères, si le président Ibrahim Traoré organise une présidentielle aujourd'hui, il sera élu, mais haut la main. Il est tellement populaire dans le pays, disent-ils. Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. Mais j'imagine bien, s'il est populaire hors du Burkina, ce n'est pas. Mais là, il est face à un piège. Au fond, il a déjà dit, il n'y aura pas de présidentielle chez moi tant que la lutte contre le terrorisme se poursuivra. Ce qui est objectif. Ce qui est objectif, absolument. Oui. Sauf que, et là, certaines analyses le disent, s'il ne fait pas vite pour se recycler, sa popularité finira de toute façon, comme ça, c'est le cas de... Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec les peuples, c'est que les peuples ont besoin de victoires, en fait. Quand vous êtes dans une lutte, il faut que cette lutte soit couronnée de succès à la fin. Donc, le président Ibrahim Traoré, si, dans le cadre de cette lutte, et que cette lutte perdure, et qu'il y a une lassitude au sein des populations, les mêmes causes qui ont causé les effets des coups d'État, ça va se reproduire. Ça, c'est mathématique. Donc, il faut que dans un temps assez court, assez moyen, il faut que le problème du terrorisme soit réglé. Voilà. Donc ça, parce que les peuples, après, ils se lassent. C'est ça. Ils se lassent. Donc, je pense qu'il faut travailler de sorte que dans le cadre de l'AES, qui mettent en place des moyens avec leurs alliés stratégiques pour pouvoir en finir avec cette affaire du terrorisme. Merci. Et votre dernier mot, votre mot de la fin, très rapidement. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, effectivement, il faut comprendre aujourd'hui les enjeux géopolitiques, notamment en Afrique, et faire en sorte que l'Afrique puisse s'industrialiser pour qu'on ne soit plus vraiment à la merci, n'est-ce pas, des grands pays, des multinationales qui sont juste là pour la prédation. Et bien évidemment, il faut que nos compatriotes africains, parce que je suis africain, moi je me considère comme africain, arrêtent de penser à eux-mêmes et pensent vraiment à l'Afrique. Il évoquait tout à l'heure Nkrumah. Il y a eu Boganda au départ, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'au côté francophone, il y a eu Boganda en Centrafrique qui voulait vraiment la réunification de toute l'Afrique, etc. Sinon, nous sommes perdus. Des gens, on voit comment Trump mène le monde, n'est-ce pas, tous ces désirs, il arrive à les réaliser. Donc, il faut vraiment que les Africains se réhabilitent, prennent conscience de leurs capacités et surtout de leurs valeurs. Les Africains sont valeureux. Et donc, par conséquent, si on ne le fait pas, on va tomber. Ça, c'est clair. Je me souviens, en 2011, j'étais à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, quand on attaquait la Libye et on assassinait Kadhafi. Je vous jure qu'il y avait des Africains qui étaient dans l'indifférence totale. Oui. Et quand je dis africain, je parle de leader africain. Il faut souligner que l'Afrique du Sud, le Gabon et le Nigeria sont allés voter aux Nations Unies pour l'intervention. Moi, j'ai nommé personne, je n'ai pas nommé. J'évoque un fait historique sur la résolution 1973. Il y a 3 pays africains qui ont estimé qu'il fallait intervenir sur le territoire d'un autre pays africain. Pourtant, Muammar Kadhafi s'était insurgé contre Idriss Ier parce que précisément, il avait utilisé la Libye comme base, comme tremplin pour aller bombarder une civilisation arabe, notamment la Palestine. Alors, le mot de la fin, ce que je veux dire, c'est que les Africains doivent retenir que nous sommes un continent très convoité. Le djihadisme, les guerres de religion, les guerres tribales ou que sais-je, prospèrent très rarement dans des territoires dépourvus de ressources comme par hasard. Parce que donc, de la même manière que Karl Marx estimait que l'histoire de toute société n'est qu'une histoire de lutte de classe, l'histoire de tout djihadisme, de toute guerre de religion n'est qu'une histoire de pétrole, de manganèse, d'or et de ressources naturelles. Donc, M. Damiba a tenté un coup d'État, mais l'État du Burkina a frappé un grand coup. Merci. Merci Claude Wilfried Kanga, analyste politique. Merci d'avoir participé à cet échange. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci
pour Merci. cet échange. Alain Jules Meunier, journaliste, analyste politique. Merci à vous également pour vos éclairages qui ont permis de bien comprendre cette problématique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Burkina Faso, à son président Ibrahim Traoré, à sa gouvernance. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.